Des paysages magnifiques où le ciel bleu embrasse les champs d'oliviers. Des villages remplis de charme, bercés par le chant des cigales. Et des châteaux incroyables, à l'histoire tourmentée. Bienvenue en Provence. À travers la découverte de 3 châteaux emblématiques, le château de Lourmarin, la Tour d'Aigue et le site des Baux de Provence, nous allons retracer l'histoire de ce territoire indépendant, seulement uni au Royaume de France en 1481 et totalement intégré en 1539. La première étape de notre route nous emmène sur les traces d'un royaume de pierre au cœur des Alpilles. C'est un promontoire rocheux qui a donné l'origine du mot beau, parce qu'en provençal, baou, ça signifie escarpement, rocheux. Et donc le site ici a été à la fois creusé pour y aménager des habitations, donc dites troglodytiques. Mais c'est un château fort assez particulier puisque, on va dire, la moitié de son rempart est constituée d'un rocher naturel et l'autre moitié a été aménagée. Et donc la lecture du site aujourd'hui est difficile à comprendre, mais on peut facilement l'imaginer avec des tours qui sont répertoriées sur les points un petit peu cardinaux et caractéristiques du site, qui sont des promontoires rocheux. Et entre chaque tour, un rempart a été construit ou aménagé dans le rocher. Les premières traces de la cité des Baux de Provence remontent au Moyen Âge. Pourtant, le site est occupé dès la préhistoire. Il faut dire que la situation géographique de ce promontoire rocheux est idéale car elle offre une protection naturelle. Ce rocher, de façon abrupte, il offre un répit à toutes les installations humaines qui, depuis la préhistoire, viennent se retrancher ici. Pourquoi? Tout simplement parce que par la nature défensive du lieu, on est sur une stratégie donc de repli et de surcroît, nous avons un panorama qui s'ouvre et qui permet donc de voir très loin. C'est ainsi que le site va se développer au fil des siècles jusqu'au Moyen Âge, véritable tournant pour les Baux de Provence. L'histoire médiévale de ce rocher naît d'une légende. Après la naissance de l'enfant Jésus, le roi mage Balthazar aurait poursuivi son périple en suivant l'étoile de Bethléem jusqu'aux Baux de Provence. Pour revendiquer cette illustre filiation, les descendants de Balthazar utilisent sur leur blason l'étoile à 16 raies et prennent comme devise « Al hasard Baothésar », autrement dit « Au hasard Balthazar ». Cette lignée prétendument légendaire est à l'origine de la première ville fortifiée au Xe siècle. Et ce sont ses descendants qui ordonnent la construction du château du XIIIe siècle. Au fil des générations, la lignée des Baux va étendre le nombre de ses possessions dans tout le sud. Les premières édifications qui sont répertoriées datent du Xe siècle, voire un petit peu avant, dès le IXe. Il y a une trace d'habitat qui est attestée, mais la lignée des seigneurs des Baux, à proprement parler, prend encore vraiment au XIe siècle. Mais dès le Xe siècle, il y avait des traces de fortification. Et donc là, on était sur une position stratégique qui permettait à la fois de dominer la vallée de la Crau avec ses marais et les points de passage obligés pour traverser les Alpilles. Donc ça a été d'abord une place forte militaire, et ensuite c'est devenu le lieu d'un pouvoir politique qui s'étendait dans toute la région autour. Il y avait, dit-on à la période faste, plus de 80 lieux, cantons qui appartenaient ou qui dépendaient de la cité des Baux. Et donc voilà, ce pouvoir s'est étendu vraiment à partir de ce qui était au début une forteresse militaire, puis qui est devenu un lieu d'habitat seigneurial, puis qui a été abandonné, qui a été restauré à nouveau, et les seigneurs sont venus habiter. Et entre-temps, ils partaient guerroyer, soit dans le cadre des croisades, soit dans le cadre de conquêtes en territoire italien. Si le site offre toutes les garanties sur le plan militaire,
l'approvisionnement en eau potable reste à l'époque plus problématique. Sur le rocher, il n'y a pas d'eau. C'est donc les habitants qui doivent sortir, aller à l'extérieur, aller notamment dans le vallon de la Fontaine qui porte très bien son nom, pour ramener de l'eau et bien sûr la stocker. À partir du XIIIe siècle, il y a des installations très complexes qui sont mises en place, notamment une citerne avec un mur à trous, une filtration, dans lesquelles on met donc des éponges naturelles. Et de l'autre côté, il y a des sables de différents modules et qui permet donc par décantation de pouvoir produire de l'eau consommable. Ici, on voit la façade du rocher qui est striée par des canalisations, en tout cas l'empreinte de canalisation, qui sont verticales. Et de part et d'autre, on a des enrochements, des carrés qui permettent donc d'insérer des blocs de pierre et de tenir la canalisation qui va bien sûr alimenter une citerne, et puis celle-ci va alimenter une deuxième, et ainsi de suite. Et puis enfin la dernière, la grande, qui elle donc permet donc de transformer l'eau croupie en eau consommable. L'histoire militaire des Baux passe par les guerres Baux-V au XIIe siècle, entre 1144 et 1162. La Provence a été intégrée très tardivement au Royaume de France et que pendant très longtemps, ça a été finalement un petit pays indépendant en quelque sorte, on va dire une province indépendante. D'abord romaine, ensuite à l'époque médiévale, une province seigneuriale qui appartenait au comté de Provence. Avant même d'intégrer le comté de Provence, elle était vraiment indépendante. Et donc c'est une histoire très ancienne qui a marqué et symbolisé l'histoire de la Provence, avec des guerres de succession qui ont été à l'origine de conflits très intenses ici qu'on appelait les guerres Baux-V, tout au long du XIIe siècle. Et donc voilà, ce petit rocher est un confetti de l'histoire de Provence et résume très bien les luttes d'influence jusqu'à l'intégration de la Provence dans le Royaume de France, finalement assez tardivement. À la suite de sièges et de guerres, la seigneurie finit par échoir par héritage à René d'Anjou, dit le bon roi René. En 1481, un an après le décès de ce dernier, les Baux sont rattachés au royaume de France. Mais le roi se méfie de cette forteresse si puissante et si éloignée de sa cour. De peur qu'elle ne tombe aux mains des ennemis de la couronne, il ordonne son démantèlement. Il y a à la fois une lecture sur les parois qui permet de comprendre l'histoire, d'imaginer ce qu'a pu être le faste de ce château, et puis son état actuel, qu'il faut le rappeler, est en fait la conséquence de destructions qui ont été ordonnées. Donc c'est pas que le site est tombé à l'abandon, il l'a certes été à une période récente, je dirais 18e, 19e siècle, enfin post-révolution finalement, mais l'état actuel du site a été la succession de au moins 2 destructions majeures ordonnées par les rois de France, qui ont voulu démanteler les remparts de la citadelle, parce que c'était un fief de rebelles et que le pouvoir royal voulait asseoir son autorité, donc a ordonné par 2 fois la destruction du site. La seigneurie est alors transformée en baronnie. Elle est attribuée en récompense de reconnaissance aux fidèles serviteurs du roi de France. Le plus célèbre reste le connétable de Montmorency. C'est lui qui restaure le château au début du XVIe siècle. Les bâtiments résidentiels sont en partie reconstruits et Montmorency introduit l'architecture de la Renaissance italienne en Provence. Alors en fait là ici on est à l'entrée actuelle, somme toute moderne, en tout cas principale du village. Cet accès-là a été percé dans la deuxième moitié du 19e siècle, tout simplement parce qu'il est beaucoup plus pratique que la porte d'entrée originale du village qui elle avait un aspect purement défensif. Il faut s'imaginer qu'ici, en fait, il y avait un bâtiment qui date de la fin du XVe siècle. Donc ici, c'était plein, adossé au rempart. Et c'est ce qui explique, bien sûr, la présence de cette cheminée qui ne donnait pas comme ça sur l'extérieur à l'origine. Il faut s'imaginer que le bâtiment allait jusqu'à là où on voit la fenêtre, les vestiges de la fenêtre. Et que donc, on était ici au rez-de-chaussée, au premier niveau, qui était généralement réservé au personnel de maison et aux travaux pratiques. Et on peut s'imaginer qu'ici, on était dans la cuisine, tout simplement parce que la taille de la cheminée nous indique qu'on pouvait faire rentrer du bétail en entier dans la cheminée pour pouvoir le faire griller. Il faut aussi s'imaginer qu'il y avait des bancs qui étaient creusés à même la roche et qui permettaient aux gens de s'abriter au plus proche du foyer parce qu'en hiver, ici, le Mistral peut souffler très fort.
on a donc environ 200 feux, donc 200 familles. On vient s'installer pour être à proximité du connétable de Montmorency, qui a une aura nationale à cette époque, et qui lui a permis par exemple de faire venir le roi François Ier. Mais cette paix éphémère est menacée par les guerres de religion, car les Baux, gérés par la famille Manville, sont devenus un fief protestant. On a effectivement de fortes présomptions sur la présence d'un temple ou du moins d'un lieu de culte où les protestants pouvaient pratiquer leur religion. Dans les sous-bassements, dans les caves de cet hôtel particulier, on a eu une communauté protestante assez importante au Baux entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, qui a été possible grâce à la présence du viguier des Baux qui s'appelait Claude de Manville et qui va laisser son nom à cet hôtel particulier qui, en plus d'être l'hôtel de ville, est l'hôtel de Manville. En 1631, la décision royale de supprimer le Parlement de Provence provoque une révolte à Aix-en-Provence. La forteresse des Baux est de nouveau aux mains des insurgés. Le cardinal Richelieu décide d'anéantir cette cité rebelle. Il assiège la ville pendant 27 jours et fait démanteler la forteresse en 1633. Les remparts sont abattus et la citadelle se rend définitivement au pouvoir royal. Depuis 1642, le seigneur des Baux n'est autre que le prince de Monaco. Louis XIII donne le marquisat des Baux au premier prince, Honoré de Grimaldi. Alors, la famille de Grimaldi a une obligation, c'est de démilitariser le site, exactement, donc d'enlever toute trace du passé militaire de façon à ce que ça ne soit plus un lieu stratégique. Et oui, c'est quand même un prince étranger, au regard, bien sûr, du roi de France. Certes, qui a le protectorat français, mais ça reste un prince étranger. Donc, avec cette obligation, il nomme des tailleurs de pierre, des maçons et des récupérateurs qui vont donc s'atteler à démonter certaines parties donc, des enceintes, mais surtout tout ce qui peut être lié de près ou de loin à la guerre. Les meurtrières, on n'en a plus aucune, les bouches à feu et autres, tout ça donc est effacé soigneusement, même le chemin de ronde. Il ne reste plus que 2 pans de murs, entre guillemets, qui ne sont pas bien hauts, et qui ont été réalisés directement dans la roche de la montagne. Et du coup, c'est les seuls rares vestiges de cette époque un peu militaire. Et donc il y a une tradition de père en fils, se sont transmis le titre de marquis des Baux, jusqu'à nos jours ça perdure. Et on raconte encore que la chapelle Sainte-Catherine, qui est juste derrière moi, dans mon dos, est encore cadastrée comme appartenant à la principauté. Aujourd'hui, c'est un lien uniquement de cœur et honorifique qui unit les deux. C'est un marquisat, mais à titre honorifique. Voilà. Là, on est sur une porte qui était vraiment un des éléments principaux de l'aspect défensif du village pour plusieurs raisons. D'abord, le fait qu'il n'y ait qu'une seule porte d'entrée, c'est beaucoup plus facile à surveiller que si on en a par exemple 10. Ensuite, deuxième aspect de ce système défensif, c'est la taille de la porte en elle-même qui est très étroite. Donc si on était lourdement armé ou sur un cheval, on ne passait pas l'encadrement de la porte.
troisième aspect du système défensif, et là les Provençaux sauront de quoi je parle, c'est la rue qui descend jusqu'à la porte et qu'on appelle une calade en Provence. Là aussi, il faut s'imaginer qu'il était impossible de pousser de lourdes machines de siège sur ce type de rue. Quatrième aspect du système défensif, on voit les vestiges d'escalier qui menaient donc au chemin de ronde qui faisait le tour du village au-dessus du rempart qui l'enserrait. Et enfin, cinquième et dernier aspect de ce système défensif, il faut s'imaginer que la porte là était vraiment la dernière avant d'accéder au village, mais qu'il y en avait trois autres strictement identiques à celle-ci, qui étaient reliées les unes entre elles par un toit plat sur lequel on pouvait, en tout cas en pente douce, sur lequel on pouvait marcher, qui servait un peu de prolongement au chemin de ronde. Et donc on avait une espèce de tunnel défensif qui partait d'ici et qui descendait au vallon de la Fontaine. Donc là, on a traversé la porte aiguerre et quand on lève les yeux, on voit, ou en tout cas on peut deviner, des vestiges d'armoiries qui ont été martelés à la Révolution française. Il s'agit des armoiries de la famille de Grimaldi, bien évidemment, la famille princière monégasque. Les Grimaldi possèdent beaucoup de territoires, je dirais, en dehors de la principauté. Voilà, donc les Baux-de-Provence en font partie et il y a évidemment un lien privilégié. Donc on a eu l'honneur de le recevoir aussi à différentes occasions, venir sur ces territoires, sur ces terres. Voilà, donc c'est toujours amusant parce qu'il y a cette anecdote historique qui a vraiment un fondement, qui est attesté. Et donc c'était pendant un moment, jusqu'à la Révolution finalement, terre des Monégasques ici. Après la Révolution, la citadelle, appauvrie par la perte de son rôle politique et militaire, est désertée. Le village des Baux voit sa population diminuer de façon spectaculaire. Le nombre d'habitants passe de 3000 au XIIIe siècle à moins de 400 à la fin du XIXe. À partir de la Révolution, le village se retrouve habité plus par les animaux, les chèvres, que par les hommes, parce qu'on est ici reclus, et donc du coup, on préfère quitter le rocher pour la vallée, et le village n'est occupé uniquement pour les fêtes, à l'occasion des fêtes du consul des Baux, à l'occasion bien sûr des fêtes religieuses, puisque donc l'église n'est pas abandonnée. Plus de la moitié des bâtiments, même les plus prestigieux, sont complètement abandonnés et sont livrés à la main des récupérateurs qui utilisent chacune des pierres réutilisables pour la vente ou tout simplement pour aller restaurer d'autres demeures. Finalement, toute la vie se trouve concentrée à l'extérieur, dans les carrières qui sont en activité et qui offrent une activité bouillonnante et qui va finalement être le seul intérêt du site. Le village des Baux est marqué par une histoire un petit peu en dents de scie en termes d'occupation, mais toujours continuelle. On pourrait comparer cette histoire à celle d'un palimpseste. C'est un parchemin sur lequel on a écrit, réécrit, et pour réécrire, il faut gratter. Et donc du coup, à la fin, on a un document qui n'est peut-être pas forcément très facile à lire, mais en tout cas, qui brille par son importance et par sa continuité d'utilisation. Si aujourd'hui le château et le village drainent des visiteurs du monde entier, ils le doivent à la rencontre de deux artistes au milieu des années 40, le graveur Louis Joux et Yves Breyer. C'est un peintre qui est arrivé en 1945-46 en voyage de noces. Et à l'arrière de sa bicyclette, il y avait une petite boîte d'aquarelliste qui a bien sûr sauté aux yeux donc, de Louis Joux, qui l'a interpellé et s'est invité à être son guide. Et tous les deux, ils ont parlé d'art et une amitié est née. Et cette amitié lui a permis à Yves Breyer d'aller et de venir régulièrement aux Baux. Mais quand il était à Paris, il vendait ses dessins, ses aquarelles des Baux, parce qu'il est devenu l'un des ambassadeurs de cette région qui était oubliée de tous. Et donc, c'est comme ça qu'il a rencontré un artiste assez connu qui s'appelle Pablo Picasso. Pablo va inviter Yves Breyer pour suivre une corrida et en remerciement, Yves Breyer va être son guide aux Baux.
Et l'année suivante, Pablo Picasso reviendra avec donc Jean Cocteau, qui va revenir avec Jean Marais, Yul Brynner, Aznavour, et tourner le Testament d'Orphée. Quand Cocteau arrive au bout de Provence, le village est désertique, il n'est connu de personne, et lui-même, dans ses mémoires, va écrire qu'à cette époque, l'intelligentsia, les artistes, s'intéressaient à une seule partie du sud de la France, qui est comprise entre Cannes et Saint-Tropez, alors que l'avenir se tournera, d'après lui, vers l'arrière-pays. Et où ça? Justement, là où se tourne son film, où il a planté sa caméra, un lieu extraordinaire, chargé d'histoire, chargé d'images, et c'est ça qu'il veut capter. Tout le monde a une anecdote à livrer sur son passage, et parmi, je dirais, les anecdotes que j'ai entendues, c'est bien sûr quelque chose d'assez surprenant qui au début m'a déstabilisé. C'était la remarque d'Odette Girard qui disait qu'elle avait été surprise non pas par seulement la venue de Jean Marais ou de Picasso, mais par la présence de voitures. Alors c'est vrai que sur le coup, j'étais moi-même déstabilisé. Pourquoi ces voitures? Et en regardant les photos de Lucien Clerc, j'ai découvert les voitures américaines des Gitans, ensuite la voiture de l'habilleuse, sa caravane, la voiture de la maquilleuse, sa caravane, ensuite la loge de Jean Marais, et puis ensuite la voiture de Picasso, puis la voiture de Dominguez. Bref, sous mes yeux, j'avais tout simplement le premier témoignage du premier embouteillage des Baux, 1959. Le film de Jean Cocteau sort de l'oubli le château et le village. Il faut dire que sur une superficie de moins d'1 km², le site des Baux possède une concentration de bâtiments classés monuments historiques qui entraînent le visiteur dans un véritable voyage dans le temps. On a 22 éléments architecturaux qui sont inscrits ou classés au titre des monuments historiques. Donc je pense qu'on doit avoir une des concentrations patrimoniales classées les plus importantes de la région PACA. Il y a des bâtiments notamment qui sont le parfait exemple de ce voyage dans le temps. L'église Saint-Vincent par exemple, avec la trace de chapelle troglodytique, donc creusée dans la roche, qui date certainement de la fin du Xe, début du XIe siècle, puis une travée centrale donc, du XIIe siècle, et ensuite une travée qui a été ajoutée un demi-millénaire plus tard, au début du XVIIe, en 1609 très exactement. Donc à l'intérieur, le voyage dans le temps et dans l'architecture est beaucoup plus flagrant qu'à l'extérieur. Autre atout, les carrières qui, elles aussi, ont traversé toutes les époques des Baux. Aujourd'hui, elles sont devenues un pôle culturel à la renommée internationale. Cocteau va s'éprendre de ce lieu et essayer d'y construire une légende. Et cette légende, eh bien, on lui doit aujourd'hui, car c'est près d'1 million de visiteurs qui viennent découvrir le château, mais également ses carrières. Ces carrières qui offrent aujourd'hui presque un clin d'œil à son passage, puisque c'est un spectacle de lumière qui hante les parois et le sol qu'a foulé le peintre et le poète. C'est un site qui est très ancien, qui a été exploité massivement au XIXe siècle, avant un petit peu de sombrer dans l'oubli et de fermer sur la partie qui est située entre l'entre-deux-guerres, puisqu'il y a eu la concurrence du béton. Et donc l'extraction de la pierre devenait moins rentable et moins intéressante, jusqu'à la fermeture complète du site après la Seconde Guerre mondiale. Et puis une perte d'abandon où le site est retourné un petit peu à l'état sauvage, jusqu'à ce que dans les années 80, le site soit repris pour y faire des projections de diapositives sur des thèmes très variés d'artistes, mais pas uniquement, de la découverte de pays aussi. Où notre objectif, c'est de faire découvrir l'art et les artistes à un public très varié et sous une forme un petit peu différente de celle qu'on peut rencontrer dans des musées. Donc on prône l'immersion. Et l'immersion, ça veut dire allier des images avec un son spécifique et créer vraiment une plongée au sein même des œuvres d'art, finalement, où les visiteurs voient des détails qu'ils n'avaient pas vus avant, voient des peintures qui sont parfois animées, on voit même le coup de pinceau. Donc voilà, c'est cette découverte qui est proposée dans les carrières de lumière et donc qui est devenu un lieu assez emblématique de ce que nous appelons les expositions numériques immersives qui sont développées depuis les Baux.
La deuxième étape de notre route des châteaux provençaux nous mène dans le Vaucluse, et plus précisément dans le village de la Tour d'Aigues. Ce village tient son nom d'une tour construite au XIe siècle, dans le but de surveiller les routes entre Aix-en-Provence et Pertuis. La tour de Béranger, c'est la première trace d'un château ici, mais il ne reste plus rien aujourd'hui de cette première fortification, si ce n'est le nom d'un quartier, le quartier du Vieux Château. Entre le XIe et XIIIe siècle, on ne sait pas grand-chose sur l'évolution du château. En fait, c'était sans doute qu'une simple tour de bois, ce château. Et le village va se développer donc autour de cette tour et du deuxième pôle du pouvoir qui était l'église. Au XIIIe, le fief de la Tour d'Aigues appartient à une puissante famille, la famille des Sabrans. Ils décident d'abandonner ce premier château, faute de pouvoir en fait l'agrandir, puisque d'un côté on a la falaise et de l'autre le village. Ils décident de l'abandonner pour construire à l'extérieur du village un donjon, un nouveau château. En 1420, Foulques d'Agoult devient seigneur de la Tour d'Aigues. Il fait construire un château autour du donjon primitif. C'est un riche seigneur, ami et chambellan du roi René. Et c'est lui, en fait, qui va donner l'aspect qui sera conservé ensuite au fil des siècles suivants, c'est-à-dire un parallélépipède. Et donc on a le donjon et viennent se greffer des bâtiments autour du donjon. Et on a maintenant 4 tours d'angle, 2 à l'arrière, 2 sont encore visibles à l'arrière, au nord, est et ouest, et 2 à l'avant. 3 douves sur 3 côtés et un pont-levis, vraiment typique du château fort, quoi. Foulques d'Agoult modifie de façon spectaculaire l'environnement du château. Pour alimenter ses douves, il crée un système d'irrigation afin de drainer l'eau du Luberon. Pour ce faire, il entreprend aussi la création d'un étang artificiel, l'étang de la Bonde, et d'un aqueduc de près de 18 km. De 1425 à 1503, Fouquet et son neveu Raymond font de la Tour d'Aigues leur résidence préférée. À la Renaissance, le château va subir de nouvelles transformations. En un quart de siècle, l'édifice médiéval laisse place à une superbe demeure Renaissance sous l'impulsion du baron Jean-Louis Nicolas de Bouillier. Il est envoyé auprès de la cour royale, auprès des Montmorency pour son éducation et sa formation. Et c'est dans ce cadre-là qu'il va découvrir le Louvre, mais surtout qu'il va assister aux transformations qui se réalisent au château des Courants. Et donc lorsqu'il redescend à la Tour d'Aigues et qu'il voit pour faire vide son sombre château médiéval, il va décider de le transformer pour le mettre au goût du jour. Pour cela, il fait abattre toute la partie avant du château, et on est vraiment dans l'axe en fait, là. Toute la partie avant du château, les tours et le mur d'enceinte, pour construire sur le modèle du château d'Écouen, les 2 pavillons, et puis un peu plus tard, le portail. Il va passer sa vie en fait à embellir le château. Et donc là, on a vraiment un décor typique de la Renaissance, où la primauté absolue est dans la beauté formelle en fait. Et il faut imaginer ce décor se refléter dans l'eau. Donc on a des bossages piqués d'étoiles, vous avez vu ce décor un peu surréaliste, des bossages vermiculés, des bossages lisses. Pour les toitures, il faut imaginer de très hautes toitures recouvertes d'ardoises. Alors l'ardoise n'est absolument pas typique de la Provence, mais il transposait véritablement ce qu'il avait découvert en Île-de-France. Et au niveau des influences, vraiment, on va retrouver dans la cour d'honneur des grandes entrées monumentales, comme au château d'Écouen, et également des similitudes avec le Louvre dans les corps de logis. C'était le plus beau château de Provence.
Jusqu'à la Révolution, c'est vraiment le château qui est considéré comme la plus belle demeure de Provence. La Tour d'Aigue devient un lieu incontournable en Provence. Il accueille successivement le roi François Ier et Catherine de Médicis. Elle loge dans la tour nord-ouest. Alors il y a beaucoup de légendes autour de son passage, mais elle est passée, on a des traces écrites. L'une de ces légendes veut que le portail ait été raboté pour faire passer le carrosse de Catherine de Médicis. À la mort de Jean-Louis-Nicolas de Bouillé, c'est la comtesse de Sceaux, Chrétienne Daguerre, qui hérite du château. De 1598 à 1612, elle entreprend de nouvelles transformations. Il n'y a pas effectivement énormément d'évolution d'un point de vue architectural, si ce n'est quand même le dôme du donjon. Et il y a un remaniement de la façade également du donjon. Il y a des monogrammes et puis des armoiries. Alors les monogrammes ont souvent été mal interprétés et ont alimenté beaucoup de légendes, notamment que le baron aurait laissé des traces du passage de Catherine de Médicis avec des M, etc. Mais en fait, ce n'est pas un M. Quand on est au premier étage du donjon, on voit 2 C entrelacés. Ensuite, ce qui ressemble à un M, c'est la lettre lambda grec. Le L, c'est le L. Et ensuite 2 D. Et ce sont les Créqui-Lesdiguières, d'une grande famille dauphinoise. Les travaux sont interrompus par les décès presque simultanés de Chrétienne Daguerre et de son maître d'ouvrage, Étienne Pascal. Le château va sombrer dans la ruine, l'abandon et l'oubli. Il est tout de même racheté en 1719 par Jean-Baptiste Bruni, un armateur marseillais anobli, et le nouveau baron de la Tour d'Aigue, mais aussi son fils et son petit-fils, vont restaurer et moderniser le château. On est au siècle des Lumières, donc il est véritablement représentatif du personnage du siècle des Lumières. Il va s'intéresser à énormément de choses, et notamment la faïence. Voilà la raison pour laquelle il y a un musée des faïences. Il crée sa faïencerie à l'extérieur du château vers 1750. Elle va produire une trentaine d'années environ. Et de cette faïencerie, il va sortir de la faïence blanche, de la faïence armoiriée avec les armoiries de Bruni, avec le cerf. Et puis également, on a retrouvé un plat en monochrome orangé. Et bon, donc, on est au siècle des Lumières, mais il était quand même très attaché à certains privilèges. Et la raison pour laquelle aujourd'hui le château est dans cet état, c'est qu'il y a eu une succession de procès entre la communauté de la Tour d'Aigue et cette famille des Bruni. Et par exemple, ils vont rétablir des impôts qui n'existaient plus depuis la Renaissance. Il va demander à ses valets d'être salués le genou à terre, enfin, plein de choses comme ça. Et donc du coup, lorsque la Révolution éclate, le château n'est pas épargné, il est pillé véritablement. En 1780, un premier incendie accidentel ravage l'aile nord du bâtiment. Elle est alors reconstruite à l'économie pour y loger les domestiques. Tandis que les travaux ne sont pas encore achevés, en septembre 1792, un groupe de révolutionnaires s'attaque à l'édifice. Le château brûle pendant 5 jours. Réduit à l'état de ruine, il tombe une nouvelle fois dans l'abandon. Le château sert de carrière aux habitants du village et des environs au XIXe siècle. Ce qui reste du bâtiment est racheté en 1897 par le Conseil général de Vaucluse. C'est à partir de 1976, si ma mémoire est bonne, que les fouilles archéologiques commencent ici.
Et c'est grâce à ces fouilles archéologiques, justement, que les faïences de la tour d'Aigue refont surface, quoi. Le château et le musée de la faïencerie ouvrent leurs portes au public en 1985. L'année suivante, le château de la Tour d'Aigue accueille les premiers spectacles, jusqu'à devenir un pôle culturel incontournable. Il y a une animation, une riche animation culturelle dans le monument, avec, donc depuis cette date-là, avec des conférences, des spectacles à l'intérieur et l'été à l'extérieur dans la cour d'honneur. Du coup, là, ce qui s'ancre depuis 2017, c'est un festival de danse qui a lieu au mois de juillet, les vendredis de la Tour aussi, avec un concert par mois au mois d'août, tous les vendredis, et puis ensuite une exposition d'art contemporain. Je trouve que c'est bien d'inscrire des artistes d'aujourd'hui dans un lieu comme ça, aussi chargé d'histoire, parce que bon, quand même, on ressent des choses, le lieu est présent quand même, il impressionne. Quand on arrive, on voit cette carcasse, qui est la pierre complètement éventrée, enfin, il interroge, il laisse pas indifférent, il laisse vraiment pas indifférent, et je trouve que c'est bien ce dialogue avec les artistes d'aujourd'hui. À moins de 20 km de la Tour d'Aigue, entre la Durance et le Luberon, au milieu des oliviers et des arbres fruitiers, nous découvrons le village de Lourmarin. Classé parmi les plus beaux villages de France, il a séduit en son temps deux écrivains célèbres, Henri Bosco et Albert Camus, qui y ont élu domicile. Henri Bosco qualifie le village de lieu propice à l'amitié, quand Albert Camus, lui, parle d'une terre de patrie à la beauté bouleversante. Tout aussi bouleversante que son imposant château dominant Lourmarin. Un château qui, comme celui de la Tour d'Aigue, a un temps appartenu au seigneur Foulques d'Agoult et à sa famille. La famille d'Agoult acquiert les terres de Lourmarin, construit la partie médiévale au XVe, et c'est les descendants du seigneur Foulques d'Agoult, son neveu Louis d'Agoult, qui érige l'aile Renaissance, dans le style nouveau de l'architecture Renaissance ramenée par les rois, notamment François Ier, revenant de ses campagnes d'Italie en 1537. Le château de Lourmarin est le premier château Renaissance de Provence. L'aile Renaissance a été construite à partir de 1536. Le seigneur Foulques d'Agoult décide de bâtir son château à Lourmarin sur les ruines de la forteresse du XIIe siècle. À l'époque, le village présente un intérêt d'une importance déterminante car il permet de contrôler la route de la Combe. Le château s'est construit vraiment à cet emplacement qui est très stratégique, qui est juste à l'entrée ou à la sortie d'ailleurs du seul passage qui traverse et coupe le Luberon dans sa largeur, ça s'appelle la route de la Combe. Et ce passage, c'est vraiment le seul qui permet de traverser le Luberon dans sa largeur, donc un passage très stratégique, très emprunté par les voyageurs, les marchands, et donc il fallait surveiller ce passage, et du haut des tours, on voit très bien l'entrée de la route. La cour de la partie médiévale, c'était vraiment un lieu, faut imaginer les voyageurs qui avaient traversé justement cette route du Luberon. Le seigneur d'Agoult les invitait à s'arrêter, à prendre un peu de repos dans cette cour. Il y avait même autrefois une petite source d'eau fraîche. Et les seigneurs invitaient les voyageurs à prendre un peu de repos dans la cour, mais ne les invitaient pas à rester trop longtemps. On peut encore lire une inscription gravée dans un linteau de pierre qui indique « Bois et t'en vas ». Et c'est daté de 1513. Le château de Lourmarin
ne sert pas uniquement de lieu de repos pour les voyageurs. Au Moyen Âge, il est avant tout une forteresse défensive. Un château fort qui a vraiment une architecture défensive, des murs très épais, un rempart, un escalier à vis qui tourne dans le sens des aiguilles d'une montre pour empêcher les chevaliers armés de leur épée à la main droite, une tour crénelée également, des gargouilles, une architecture encore gothique. Cette partie médiévale du château a de quoi surprendre avec son style emprunté à l'architecture piémontaise du XVe siècle. C'est une architecture très étonnante pour la région, puisqu'on a vraiment déjà le nom est italien, ça s'appelle les loggia, donc une architecture qu'on peut retrouver dans les petits chalets de montagne en Italie ou dans le Piémont italien. C'est le résultat des populations vaudoises qui sont venues repeupler la région après la Grande Peste Noire de 1348. Ces montagnards avaient adhéré aux thèses de Pierre Vaudès, d'où leur nom de Vaudois, et ils ont aidé à la construction également du château, d'où cette architecture très italienne dans les loggias en bois. Au-delà de son architecture, le château de Lourmarin surprend car l'édifice comporte deux parties distinctes en période, mais attenantes l'une à l'autre. La forteresse médiévale appelée le château vieux et le château neuf, autrement dit, le château Renaissance. L'aile Renaissance, c'est vraiment imbriqué. En fait, elle avait été commencée d'être construite vraiment dans le prolongement de l'architecture médiévale. Au premier étage, on a encore des meurtrières. Et vraiment, les plans du château ont changé du jour au lendemain pour ériger une partie Renaissance. Donc vraiment, en visitant le château de Lourmarin, on a en fait deux châteaux collés en un seul, puisqu'on a vraiment cette partie médiévale avec un style défensif et la grande partie Renaissance dans le style nouveau, qui est plutôt un château de plaisance. Ce nouveau château regorge de surprises, à commencer par son escalier monumental à vis à double torsade. Ce joyau architectural du château est aussi une véritable prouesse technique. Qui est magnifique, il est très rare, on en a très peu dans nos châteaux en France, en tout cas moi j'en connais pas trop, même dans le sud de la France. On a une construction qui est incroyable, c'est-à-dire que chaque marche est monolithique, est taillée dans un seul bloc de pierre. C'est la même marche qui part du mur et qui fait l'ensemble de la double torsade. Il faut 9 marches taillées différemment pour faire le 360 degrés de torsade. Et pour faire la 10e, on reprenait la première et comme ça on a monté l'escalier en entier. C'est le prolongement de la marche vient également s'imbriquer dans le mur de la tour et participe à l'élévation de l'édifice. C'est-à-dire que l'escalier, la tour et le château d'ailleurs ont été construits en même temps pour imbriquer chaque marche dans son emplacement de la tour. Cette partie Renaissance est aussi marquée par l'influence italienne, héritage du passage de François Ier à Lourmarin. Il est passé dans la région en 1537 avec ses architectes et notamment un connu sous le nom de Serlio, qui revenait de campagne d'Italie où vraiment là-bas l'architecture Renaissance commençait à vraiment prendre d'ampleur. Ils sont revenus avec on imagine, chargés à bloc de plans de châteaux italiens. Et il a fallu être à la mode et faire des châteaux Renaissance également en France. Blanche de Lévis-Ventadour, femme de goût, est à la pointe de la mode. Et cela se ressent dans la décoration du château où se retrouvent toutes les influences de la Renaissance.
À cette époque, seule l'esthétique compte. On retrouve les modes dans le château, au niveau de l'architecture, dans l'aile Renaissance, puisque c'est surtout là qu'il fallait être à la mode, entre guillemets. Dans la façade qui est très rythmée, très esthétique, puisqu'on a 3 rangées de fenêtres sur 3 hauteurs de fenêtres, très rythmées par les corniches. Il y a également les cheminées du château, sur lesquelles on retrouve des architectures très, très avant-gardistes, puisqu'on a même des Indiens aztèques représentés dans les cheminées du premier étage. Donc vraiment, oui, le souhait d'être à la mode était très important à cette époque de construction. Quand on voit cette cheminée, alors en fait, elle présente une double décoration. Dans la partie basse, on a une décoration très classique, très banale pour l'époque, avec des colonnes cannelées qui sont surmontées d'un chapiteau corinthien et surmonté d'une corniche, donc l'assemblage colonne, chapiteau, corniche, on en retrouve autour des fenêtres, autour des lits, autour des cheminées. Par contre, ce qui est très original, c'est le prolongement de cette colonne qui se continue avec un vase canope, un vase mortuaire, qui est surmonté de têtes d'Amérindiens, Incas et Aztèques, et qui se termine en bas par des griffes rétractibles. Et c'est vrai que les Indiens dans le Luberon au XVIe siècle, c'est quand même assez rare. Et c'est très certainement l'époque où les seigneurs d'Agoult étaient pages à la cour du roi, et c'était l'époque de la découverte du Nouveau Monde, la découverte des Amériques. Et Blanche de Lévis-Ventadour était une femme de poigne, une femme sûrement très avant-gardiste. Et donc l'idée de représenter cette découverte dans le château et d'avoir ce modèle de cheminée devait beaucoup la séduire. Et les architectes sûrement... On voyageait moins qu'aujourd'hui, donc c'était moins facile de vérifier. Mais les architectes disaient, voilà, ce modèle a été fait pour vous. Et en fait, on retrouve le même décor de cheminée au château d'Androuet du Cerceau. À la fin du XVIe siècle, l'édifice change de propriétaire. Jusqu'en 1789, le château n'est occupé que par des intendants qui gèrent les terres du domaine. À la Révolution française, le château de Lourmarin échappe à la destruction. Il passe ensuite entre les mains de divers propriétaires plus intéressés par la gestion du domaine agricole que par l'édifice en lui-même. Les Agoult sont partis pour habiter à la Tour d'Aigues, et à partir de ce moment-là, alors le château a été légué par testament, par succession au créquis de Lesdiguières. Enfin, beaucoup de familles se sont succédées, mais n'ont pas vraiment habité ni entretenu le château. À la fin du XIXe siècle, le château vieux tombe en ruine. L'aile Renaissance est transformée en grange. Elle sert aussi de refuge aux gens du voyage. En 1920, la chance du château tourne. Il doit être vendu aux enchères pour servir de carrière, mais il est miraculeusement sauvé par Robert Laurent Vibert, un industriel lyonnais agrégé d'histoire et membre de l'école française de Rome. Robert Laurent Vibert tombe sous le charme des restes magnifiques de la bâtisse. Durant 2 ans, de 1921 à 1923, il s'appuie sur des documents anciens pour restaurer le château. Les travaux sont confiés aux artisans lourmarinois. Lui n'a pas vu l'œuvre achevée, il est mort en 1925, 5 ans après avoir acheté le château. Il est mort dans un accident de voiture, Vibert, et il avait déjà, malgré son jeune âge, 43 ans, légué par testament le château à l'Académie des sciences, belles-lettres, arts et agriculture d'Aix-en-Provence. Et dans son testament, il disait « Je donne le château à l'Académie en l'échange qu'elle y fasse une résidence d'artiste ». Après avoir séduit écrivains et peintres, le village de Lourmarin a aussi attiré un célèbre DJ, Laurent Garnier, qui décide en 2012 de créer le Yé Festival au château.
Là, on sort un peu de nos sentiers battus, hein, on sort du piano et des violons. On a sur le parvis de la terrasse plus de 1000 personnes qui dansent devant des groupes de musique actuels, devant des DJ mondialement connus, enfin, voilà, avec une activité qui déborde même dans le village. J'aime dire que le château vit avec son temps. C'est pas un château qui est figé, il a su évoluer à travers le temps. Alors le bâtiment lui-même est figé, mais ce qui s'y passe à l'intérieur, voilà, c'est vraiment, on essaie d'être toujours dans l'actualité. Lourmarin et son château sont le parfait exemple de la vivacité du patrimoine français. En Provence, les châteaux, ou parfois ce qu'il en reste, sont de beaux témoignages de la richesse de l'histoire. Mais ils n'en oublient pas pour autant de s'inscrire dans la modernité. Musiques actuelles, projections artistiques, expositions contemporaines, les châteaux de Provence vivent avec leurs villageois, leurs visiteurs et surtout avec leur temps.